Mesdames, Messieurs, bienvenue à Laval et compagnie. Mon nom est Éric Rémy. Et moi, Amélie Paul. Au menu cette semaine, nous parlerons de Clowns sans frontières en compagnie de son célèbre porte-parole, l'écrivain Stanley Péan. Après le Zumba, le CrossFit, voilà qu'un nouvel objet de torture pour entraînement physique. Il a pour nom le TRX. On va vous présenter ça dans le cadre de notre émission. Souffrez-vous de dépression saisonnière? Eh bien, on vous parlera de la nouvelle lampe en photothérapie qui viendra peut-être à votre rescousse. Et il sera aussi question du salon prénatal et jeune famille, salon des métiers d'art, d'un complexe d'habitation pour personnes âgées qui font les choses différemment. Puis aussi, on a assisté au lancement du nouvel album de Patrick Normand. L'édition de la semaine du 9 novembre 2014 de votre magazine Laval et compagnie débute à l'instant. Le rire est un langage universel et l'Organisation mondiale dont est porte-parole mon prochain invité le sait très bien, puisque grâce à lui, ils combattent à la fois la guerre, la misère et l'exclusion. Stanley Péan, bienvenue à Laval et compagnie. Merci de me recevoir. Clowns sans frontières, on connaît ce que c'est, mais en même temps, on ne connaît pas. J'ai fait mes recherches là-dessus, j'ai trouvé ça absolument fabuleux. D'ailleurs, c'est un 20e... 20 ans cette année-là. Oui. Alors, une organisation qui envoie en mission des artistes du domaine des arts du cirque, des clowns, bien sûr, mais des musiciens, des jongleurs, des acrobates, comme ça, dans des zones où la vie est peut-être pas toujours drôle, c'est-à-dire des zones sinistrées, des zones de guerre, mais même des zones tout simplement défavorisées, parce que c'est à l'étranger, un peu partout sur la planète, mais aussi dans l'est de Montréal, sur la côte nord, partout où des enfants sont placés dans des situations où ils sont en détresse, des détresses psychologiques qui peuvent avoir des répercussions graves. On envoie des gens leur réapprendre le rire, leur réapprendre l'ouverture aux rêves, et aussi les initier à ces arts-là. Est-ce qu'il y a des endroits en ce moment sur la planète où on a vraiment besoin de Clowns sans frontières? Oh, il suffit. Je pense ça ne doit pas manquer. Ça ne doit pas manquer. Il suffit peut-être d'écouter les téléjournaux pour savoir qu'il y a des zones vraiment très, très graves. Là, présentement, nous, je suis de cette mission qui s'en va en Haïti. Ça, c'est un beau cas. Haïti est sinistré politiquement et humainement depuis tellement d'années. Donc, qui à peine commence à se relever du tremblement de terre de 2010. Donc, c'est un bel exemple. C'est votre patrie. Lorsque vous y retournez, vous ressentez quoi? Ça fait 15 ans que je ne suis pas allé. Et je dois vous avouer que dans les 15 dernières années, j'avais 4 ou 5 voyages planifiés qui ont été annulés à la dernière minute. C'est pour ça que j'insiste pas sur le fait que j'y vais maintenant. Parce que je devais y aller juste avant le tremblement de terre, je devais y être. Je devais décoller le 13, le tremblement de terre a eu lieu le 12. Puis bon, je pourrais vous faire la nomenclature de toutes ces fois-là. Donc ça fait 15 ans que j'y suis pas allé. Ça va être le retour aux sources, puis aussi de renouer justement avec la culture d'origine. Je n'ai pas très bien connu Haïti. Je suis arrivé bébé au Québec. C'est vrai. J'y suis resté attaché. Dites-moi, ils sont faits de quelle étoffe, ces clowns-là, pour aller faire ça à travers le monde? Sûrement d'une étoffe différente, non? Bien, une étoffe différente. Je pense qu'il y a chez les artistes l'idée du don. Peu importe dans quel domaine ils œuvrent, les artistes ont envie d'offrir quelque chose à un public. Puis ce public-là, qui est le public des enfants, qui ne demande que justement d'être émerveillé, je pense que c'est un public idéal pour ces artistes des arts du cirque, d'aller les voir, d'aller les initier, d'aller faire d'eux des porteurs de cette nouvelle-là, que la vie n'est pas juste... Bien sûr, la vie, c'est manger, c'est dormir, c'est avoir un toit, mais la vie aussi, c'est d'avoir le droit de rêver, d'avoir le droit de rire, de s'ouvrir à toute cette dimension qui fait qu'on est plus que simplement des consommateurs. Vous êtes porte-parole depuis 2008, pourquoi? Parce que c'est des amis qui étaient impliqués là-dedans, puis parce que cette cause-là me tient à cœur. Je suis moi-même un écrivain, donc cette idée-là que l'art, c'est ce qui enrichit la vie, ça fait longtemps que je la traîne. Je pourrais même dire que vous êtes un humoriste à la base, parce que vous êtes un des membres fondateurs du groupe Sanguin. C'est vrai que j'ai été aux premières heures du groupe Sanguin aux côtés de Dominique Lévesque, qui était notre prof de théâtre quand j'étais au cégep, et qui a recruté dans ses cours les gens qui ont lancé cette troupe. Est-ce qu'il n'y a qu'un pas à traverser entre être humoriste et humaniste, dans le fond? Je pense qu'il y a une part dans l'humour qui est liée justement à l'amour qu'on peut avoir de l'humanité. On rit des autres parce qu'on rit un peu de soi en même temps. Puis on dénonce à travers l'humour ce qui va mal dans l'humanité. Donc oui, c'est par amour de l'humanité qu'on peut pratiquer ce genre-là. Qu'est-ce que vous allez faire à Haïti quand vous allez être sur le terrain, enfin? Eh bien, évidemment, je vais suivre les travaux de Clowns sans frontières là-bas. Bien sûr, je vais servir de porte-parole médiatique à Clowns sans frontières. Puis moi, je vais donner des conférences, faire des rencontres avec les jeunes, donner des ateliers d'écriture. Une autre part de ce que ça peut être le partage autour de la culture. Pourquoi le rire est si puissant? Bien, parce qu'il nous permet d'échapper justement à tout ce qui est... toutes ces dimensions de la vie qui nous rabaissent. Et quand on parle de zones défavorisées, de zones sinistrées,
rien ne porte à rire, disons, en Haïti. Et pourtant, il faut pouvoir rire, il faut pouvoir avoir du soleil, non seulement dans le ciel, mais dans nos vies, dans nos yeux. Ça, je pense que c'est très, très important. 11 pays à travers le monde offrent des clowns sans frontières. Vous venez de perdre à 2 ans d'intervalle votre frère et 2 ans auparavant aussi votre frère à l'âge de 58 ans. Vous avez 48 ans. Est-ce que vous voyez les 10 prochaines années d'une façon différente? Bien, j'ai peur. La moyenne n'est pas très bonne pour moi. Non, en même temps, je veux dire, on ne peut pas s'arrêter à ça. C'est vrai que la moyenne d'âge de la mort chez les payants, c'est autour de 60 ans, mais on verra bien si je vais échapper à cette malédiction. Vous pouvez rire jusqu'à la fin aussi. C'est vrai. Hein? C'est Tant qu'à faire. Puis en même temps, on ne peut pas vivre avec l'idée que c'est peut-être demain ou c'est peut-être dans 10 ans. Je pense que vivre, c'est prendre chaque moment pour ce qu'il est et d'en savourer vraiment toutes les secondes. Oui. On peut aider Clowns sans frontières de différentes façons. Entre autres, on peut faire des dons. Faire des dons à travers le site web de C'est ça. Sans frontières. Je vais donner l'adresse. Alors, clownsansfrontières.ca. Vous n'avez qu'à taper ça sur votre moteur de recherche. Vous pouvez faire des dons de différentes façons. Stanley Péan, bonne mission et surtout, merci d'être le porte-parole de cette œuvre si grande et si nécessaire dans ces temps difficiles. Bien, merci à vous. Merci, Stanley. Lisanne Grégoire, directrice générale de Mieux-être à Laval, et Christina Maurice viennent nous parler aujourd'hui du salon prénatal et jeunes familles qui se déroulera à Laval le 30 novembre prochain au profit de Mieux-être à Laval. Christine, vous êtes une des organisatrices du salon. Pouvez-vous nous dire exactement, tout d'abord, c'est quoi le salon, mais pourquoi le faire au profit de Mieux-être à Laval? En effet, le salon, ça va être un événement familial qui va mettre en valeur les entreprises de la région, tout en ayant vraiment un aspect expérientiel pour les familles. Et pourquoi Mieux-être à Laval? Mais en fait, c'est l'organisation qui rejoint beaucoup nos valeurs. Et c'est important pour nous de pouvoir remettre quelque chose à les organismes de la région. Donc, on a choisi Mieux-être à Laval. Et Madame Grégoire, vous êtes directrice générale de Mieux-être à Laval. Pouvez-vous nous expliquer, en fait, c'est quoi cet organisme-là? Oui, en fait, Mieux-être à Laval, c'est un centre de ressources périnatales. Ce que ça veut dire, c'est qu'on offre des services autour de la naissance. On vise, là, notre mission, c'est de soutenir les parents au moment de la venue d'un enfant pour que ça se passe de la façon qui soit la plus harmonieuse et satisfaisante pour eux. Alors, on les aide à se préparer à la naissance avec des cours prénataux. C'est des cours de groupe où on a une attention particulière pour le père. On a un intervenant masculin, là, puis par moment, on sépare le groupe en deux, fait que les pères peuvent aller jaser entre hommes, puis les mères pour entre les hommes femmes. aussi. C'est ça. Fait que ça, c'est un des services les plus importants qu'on offre, là, dans le sens où c'est vraiment la préparation à la naissance. On a aussi l'accompagnement à la naissance. Ça, c'est une personne qui va aider le couple à se préparer, mais aussi qui va être présente tout le long du travail et de l'accouchement, qui va les accompagner à l'hôpital là, jusqu'à la naissance. Et on a les consultations en lactation, ça, c'est si on a des difficultés d'allaitement. On a aussi des cours de massage de bébé qu'on commence ce mois-ci en novembre. Alors ça, c'est vraiment le fun là, pour améliorer la communication avec le bébé. Puis c'est tellement agréable de tripoter un bébé. Vraiment, là, tout le monde, il n'y a personne qui est déçu quand tu viens prendre les cours de massage de bébé. Puis pour terminer, je dirais, on a aussi des cafés-causeries une fois par mois. Puis ça, on les tient dans des organismes de la région, comme au Relais familial d'Auteuil ces temps-ci. Puis ça, c'est sur différents thèmes. Puis ça permet aux parents, souvent les mères en congé de maternité, là, de pouvoir se rencontrer, tisser des nouveaux liens, puis discuter de sujets qui les préoccupent. Donc, tout ce qui touche le avant, pendant et après, même peut-être les dépressions post-natales. Oui, ça, c'est vraiment un projet pour le futur. On aimerait organiser des groupes de soutien pour la prévention et le traitement de... C'est parce qu'une dépression postpartum, ça peut être assez grave. Fait que c'est pas, on n'est pas en santé mentale à pouvoir vraiment traiter des dépressions, mais pouvoir faire de la prévention, puis du dépistage, puis du soutien pour ceux pour qui l'expérience est plus difficile, puis qui seraient à risque de développer une dépression postpartum. Donc, Christine, parlons du salon. Christina, excuse-moi. Est-ce que tu me pardonnes, Christina? Donc, parlons du salon prénatal et jeune famille. Il se passe quoi exactement? Quelles sont les activités pendant cette journée-là, le 30 novembre? En fait, lorsqu'on arrive à la porte d'entrée, on reçoit un passeport qui est pour toute la famille, en fait, et ça donne droit à la gratuité à toutes les activités dégustation sur le site. Donc, activités pour enfants, peinture sur céramique, jeux gonflables, maquillage, beaucoup de divertissements pour les enfants. Et en même temps, dégustation pour les parents permettent de goûter à des hors-d'œuvre de pâtissiers, des hors-d'œuvre à des petites pâtisseries de la région, pour justement
vraiment que ce soit vraiment un événement expérientiel pour les parents, qui puissent vraiment essayer ce que les entreprises de Laval peuvent offrir à la jeune famille. Et est-ce qu'on peut offrir des dons aussi pour mieux-être à Laval? Bien sûr, bien sûr. Oui. Des dons et puis parce que vous parliez tout à l'heure de denrées non périssables. Ah, ça, c'est une autre chose. En fait, lors de l'événement, dans le même édifice, il va y avoir la guignolée de la paroisse Sainte-Ézéard. Donc, on encourage les familles qui vont être présentes cette journée-là d'apporter une petite denrée non périssable pour justement la guignolée la même journée. Donc, OK. Et puis l'entrée, c'est combien? L'entrée est 10 $ en pré-vente, 15 $ à la porte. Et ça donne vraiment la gratuité à toutes les activités et dégustations sur le site. 30 novembre, mais c'est où? Je pense qu'on ne l'a pas mentionné. Oui, au centre communautaire de Vimont, donc au 1900 rue Bédard, à Laval. Puis ça commence à quelle heure? Ça commence à 10 h jusqu'à en fait 16 h. Et est-ce qu'il y a une place sur Internet qu'on peut avoir plus d'informations sur le salon? Oui, on vous encourage de nous suivre sur Facebook. Sur la page du Salon prénatal et jeunes familles. Vous allez voir tous les renseignements où vous pouvez procurer vos billets en pré-vente. Et en fait, toutes les activités qui vont avoir lieu vont être inscrites sur la page du salon. Et il y a un petit côté écologique aussi au salon. Oui, effectivement. En fait, on encourage, on décourage en fait les entreprises d'apporter des dépliants pour la journée, parce que ce qu'on fait, c'est qu'on a un petit dessin colorié pour les enfants et à l'endos, on retrouve en fait tous les coordonnées des entreprises présentes la journée. Donc, par la suite, les parents, c'est sûr que tout le monde garde le dessin de leur enfant et ça leur permet d'avoir tous les coordonnées des entreprises présentes. Bien, merci beaucoup à vous deux. Si vous voulez en savoir plus aussi sur mieux-être à Laval, vous allez au www.mieuxnaître.org. C'est bien ça? C'est bien ça. Merci beaucoup. Merci à vous. D'ici 12 ans, près du quart de la population de Laval aura 65 ans et plus. Et l'entreprise de mon prochain invité se spécialise justement dans la location de logements pour des pré-retraités et retraités à travers le Québec. D'ailleurs, ils sont situés dans quelques 16 villes avec leurs 23 complexes et ça représente 5000 unités de logement. De Réseau Sélection, nous avons son vice-président, Luc Lepage. Bonjour, Luc. Bonjour, M. Rémy. Vous êtes installé ici à Laval depuis combien d'années, en fait? L'entreprise fête cette année ses 25 ans. Le siège social est à Laval. Alors, depuis tout ce temps, nous occupons une place privilégiée comme entreprise. Faites-moi le tour du visiteur d'une entreprise telle que la vôtre. D'ailleurs, on a tourné des images qu'on va montrer en ce moment. Réseau Sélection, c'est un créneau particulier, dans le fond, dans ce type d'habitation pour personnes aînées. Dans le fond, c'est des complexes immobiliers pour appartements locatifs pour des gens qui ont pris la décision dans le fond, de s'occuper d'eux et n'avoir que ça à faire, dans le fond, parce que ces appartements-là, à peu près tous les services sont inclus. Alors, on fait du locatif. L'entreprise détenue par des actionnaires lavallois, M. Bouclain, M. Laplante, M. Mongeau. Donc, c'est vraiment une entreprise qui a démarré à Laval et qui a étendu, si vous voulez, l'ensemble de ses activités sur tout le territoire québécois. Il n'y a pas que l'aspect logement qui est important, il y a aussi l'aspect amélioration de la qualité de vie. Voilà. Dans le fond, l'orientation que Réseau Sélection a pris, c'est de prioriser la prévention. Vous savez, j'ai eu une carrière de plusieurs années dans le réseau de la santé. Et quand M. Bouclain m'a demandé d'intégrer, dans le fond, ces fonctions-là dans la vision de l'entreprise, c'était d'abord pour faire en sorte qu'on puisse y donner, dans le fond, à des gens qui sont relativement en santé, qui sont autonomes comme tels, mais d'intervenir à temps et non pas lorsqu'il souvent les effets de la maladie ou les effets du vieillissement sont trop tard. Donc, on lance cet automne un programme très, très dynamique pour susciter des saines habitudes de vie et faire en sorte qu'ils soient le plus longtemps possible chez nous et en santé. Et c'est pas que ça ne soit pas comme ça de nulle part, c'est avec l'Institut universitaire de gériatrie de Montréal. Exactement. Donc, vous avez jumelé votre entreprise avec eux en leur demandant qu'est-ce que vous pourriez nous offrir pour qu'on améliore la santé de nos résidents, c'est ça? On voulait se baser sur les meilleures recherches. Vous savez que le plus grand centre de recherche en gériatrie en Amérique du Nord, il est à Montréal. Je ne savais pas. Il est situé sur Queen Mary, dans l'Institut universitaire de gériatrie de Montréal. Donc, c'est le plus grand centre de recherche en gériatrie. On leur a demandé de nous produire, dans le fond, 10 trucs santé
qu'on va lancer à travers un agenda qui sera diffusé à nos 5000 clients dans toutes nos résidences. Bon, décrivez-moi qu'est-ce qu'il y a là-dedans, entre autres. Être actif socialement, bien s'alimenter, avoir des muscles forts, comment gérer la polymédication, faire un bilan positif de sa vie, ne pas accepter de se faire dire c'est normal à votre âge. En fait, ça touche 10 thèmes majeurs et qui sont le fruit des meilleures recherches, des meilleurs constats et qui fait en sorte qu'on puisse leur demander ou leur offrir une connaissance d'appoint. Pourquoi, en tant qu'entreprise, vous offrez ça en plus? C'est quoi l'effet monétaire ou pécunier pour vous au bout de la ligne? D'abord, c'est d'avoir des gens qui vont profiter de la vie le plus longtemps possible. Puis évidemment, le fait d'être le plus longtemps possible dans nos résidences, bien, ça a un impact sur notre occupation comme telle. L'idée, c'est, oui, derrière ça, c'est que ça peut faire en sorte que le taux d'occupation ou le taux de rétention va augmenter. Mais au-delà de ça, c'est le bénéfice aussi direct. Moi, je côtoie des gens tous les jours aux Sélections Laval. Vous avez pris des images. Bien, il y a des gens qui, à 80 ans, ont décidé de prendre en main leur habitude de vie, changer leur alimentation, faire de l'exercice, cesser de fumer et qui en bénéficient aujourd'hui. Le préjugé à savoir que j'ai 80 ans, j'ai toujours fumé, j'ai toujours mangé gras, ça ne change rien, c'est faux. On a des gens qui, tous les jours, démontrent que c'est possible d'obtenir de la qualité de vie malgré le vieillissement. Vous voulez, d'ici les 5 prochaines années, doubler votre parc immobilier? C'est tout à fait. Dans le fond, on a un plan de développement sur les 5 prochaines années. Réseau Sélection a fusionné avec l'entreprise Revera Living, l'entreprise ontarienne qui est distribuée dans tout le reste du Canada. Et ça nous ouvre une porte dans le développement de plusieurs résidences au Québec et éventuellement dans le reste du Canada. Et le créneau des gens que vous visez sont? C'est des gens retraités. La moyenne d'âge, parce qu'il faut parler de ça, va varier entre 75 ans et 85 ans. Donc, ici, à Laval, vous créez combien d'emplois? On crée une 50aine d'emplois. Et plus le siège social, c'est une 100aine d'emplois, donc c'est au-delà de 150 emplois seulement à Laval. Pour un chiffre d'affaires? De plusieurs centaines de millions, je pourrais pas. Moi, je suis vice-président de santé, j'ai pas toutes les données financières. Les chiffres, c'est pas vous. C'est pas moi, mais c'est quand même très important. OK. Luc, je vais mentionner l'adresse Internet. D'ailleurs, si vous voulez aller voir pour avoir plus d'informations, réseau-sélection.com, vous allez avoir là, si vous avez Internet, tous les détails, justement, des différentes résidences. Il y en a 23 complexes dans 16 villes au Québec. Exactement. Merci, Luc. Merci. De la QV Star Academy 2009, Brigitte Boisjoli est en spectacle partout au Québec pour sa tournée Sans regret. Et elle sera à Laval le 15 novembre prochain à la salle André Mathieu. Nancy Marcil, tu as assisté au lancement de sa tournée qui était sur la Rive-Sud. C'est ça, c'était la première médiatique de son spectacle. Alors, c'est ça, ça avait lieu au Club 1030 le 21 octobre. Et là, c'était une belle soirée. Là. Il y avait beaucoup de monde, il y a même eu un tapis rouge. Très glamour. Très glamour, oui. Sur le tapis rouge, j'ai eu l'occasion de parler à Joël Legendre, qui était là. J'ai parlé aussi avec Christian Marc, qui est animateur radio à Longueuil, qui est aussi chanteur, qui était très content d'être là pour le spectacle. J'ai croisé Shirley Theroux aussi, qui est venue voir Brigitte Boisjoli. Puis ils étaient tous d'accord avec ça. Ils étaient dit c'est une fille tellement dynamique et ils avaient hâte de voir son spectacle. Puis effectivement, c'est une fille très dynamique, sympathique, qu'on a eu l'occasion d'aller discuter avec elle, mais on était beaucoup dans les médias et on a eu le droit à quelques questions avec elle. Et toi, qu'est-ce que tu lui as demandé? Moi, j'ai demandé de quelle façon elle pouvait s'impliquer dans le spectacle, si elle pouvait mettre sa propre couleur. Puis ce qu'elle disait, dans le fond, qu'elle dit oui, elle dit, tu sais, avec son énergie, elle dit qu'elle est très germaine là-dedans, c'est elle qui décide tout ce qu'elle porte. C'est tellement particulier aussi. Physiquement, elle a des tatous, puis elle a l'autre. Oui, elle a la petite jupe. C'est drôle, elle mixe tout là-dedans, mais c'est son énergie qui se dégage le plus. Et même, elle disait les décors. Elle dit les décors, elle a magasiné avec sa mère dans les antiquaires. Elle dit c'est moi qui gère tout. Puis ce qu'elle disait de son spectacle, c'est dans le fond, c'est jamais pareil parce qu'elle a dit je voulais pas de chorégraphie fixe, des choses comme ça. Donc, elle voulait mettre d'énergie un peu différente à chaque fois. Puis selon les villes où elle va, elle dit d'une fois à l'autre, ben le feeling est différent. Est-ce qu'elle change un peu son répertoire aussi d'une ville à l'autre? Ou... Ah, ben ça, je sais pas. Ça, je sais pas vraiment. Est-ce qu'elle fait des covers aussi?
Ou c'est seulement ses chansons à elle originales? Non, c'est ses chansons à elle. Bien, je pense que c'était juste ses chansons. Et aussi, elle fait un petit clin d'œil à Patsy Cline, un album qu'elle a enregistré cet été aussi à Nashville. Et elle nous donne un petit aperçu de ça. Elle fait un medley des chansons de Patsy Cline. Elle fait de son nouvel album Sans regret. Ça, c'était surtout ça dans son spectacle. Et une énergie. Hein. Elle a une voix aussi magnifique. Elle est forte. Elle est très lumineuse. Elle est très lumineuse, mais elle a toute une voix. Vraiment, là, tu sais, on dit, ça fait pas tellement longtemps, c'est son deuxième album, mais elle maîtrise ça là, parfaitement. Pour ceux qui la connaissent pas, c'est quoi son style, en fait? Elle touche au mais là, rock, elle a mélangé. Comme elle dit, c'était un peu de soul. Elle a mixé plein un peu de styles. country. Un petit peu, elle a mis du country avec Patsy Cline dedans. C'est populaire. Ce qu'elle voulait faire cette fois-ci, elle dit, je voulais mettre plus de ma couleur à moi. Et elle a incorporé beaucoup de cuivre. Elle dit, elle a des trompettistes, trombones aussi sur scène. Donc, il y a un son différent de ce qu'elle a d'habitude, un petit peu moins pop. OK. Te rappelles-tu combien il y avait de musiciens sur scène avec elle? Je me souviens pas, mais je pense que c'était peut-être 9. 9? C'est peut-être 9, mais je suis pas doit être certaine. un Parce son que j'en ai vu quand même beaucoup intense. dernièrement, là, puis il y avait beaucoup de musiciens. Fait que est-ce que c'était ça? Ça se peut. Quoi d'autre aussi? Bien, c'est ça, elle est en spectacle en plus à Laval le 15 novembre. Elle avait en première partie Mathieu Lippé. Oui, j'allais te demander comment c'était. Bien, c'est très bien. Lui, c'est un interprète, un compositeur, un gars de mots. Fait que c'était le fun, ça l'a mis de l'ambiance avant de commencer. Il nous a fait chanter. Et justement, j'étais tout près de Joël Legendre, qu'on pouvait entendre, qui a une très belle voix d'ailleurs. Oui. Et justement, on va le voir là, bientôt. Je l'aurai probablement en entrevue, lui aussi, pour son album de Noël. Oh, un scoop. Oh! Intéressant, ben oui. Ouais. Et Mathieu Lippé va la suivre aussi dans sa tournée partout au Je Québec? Je pense que oui. Mais là, je ne m'aventure pas trop au cas où, mais en tout cas, c'était la première partie pour le lancement. Est-ce que ça sera pour sa tournée? C'est possible. Je sais que c'est un petit peu lui aussi qui a donné des idées pour son spectacle, qui l'a aidé. Elle s'est fait beaucoup aider par... tu sais, c'est une fille de gang, hein? Puis toute sa gang, c'était vraiment très drôle parce que quand on l'a interviewé, on voyait toute son équipe en arrière qui faisait des farces. On voit qu'il y a une belle chimie. Puis ce qu'elle dit, c'est ça, sur scène, ça paraît aussi. Fait qu'il y a une belle énergie entre eux autres. Puis il faut qu'ils soient rapides. Hein? C'est un petit peu à la Grégory Charles. Elle va différemment d'une fois à l'autre, d'un spectacle à l'autre. Puis ses musiciens, il faut qu'ils la suivent parce que si elle a envie de bouger puis aller par là, bien, ils doivent s'ajuster tout le temps. Faut qu'ils soient alertes. Super dynamique. Vraiment, je pense que ça va être un bon spectacle à aller voir, à suivre. Il va sûrement évoluer un petit peu avec le temps. Là, elle en est à ses débuts. Alors, à la salle André Mathieu, le 15 novembre prochain, on peut acheter des billets en ligne sur salleandrémathieu.com. Est-ce que je me trompe, c'est ça? Oui, exactement. salleandrémathieu.com. Voilà, le 15 novembre prochain à 20h. Merci beaucoup. Oui. Et je veux juste ajouter pour terminer, pas oublier, Patrick Normand le 13 décembre à Marcelin-Champagnat. Et restez avec nous parce que c'est juste après, un petit peu plus tard dans l'émission. Excellent, Patrick Normand. Je l'adore, un excellent musicien. Alors, merci beaucoup, Nancy. Ça fait plaisir. À bientôt. La 13e édition du Salon des métiers d'art de Laval aura lieu les 15 et 16 novembre prochains. Outre le fait qu'elle servira encore cette année de vitrine à nos artisans de chez nous, elle sera aussi un levier pour aider de jeunes athlètes à amasser de l'argent. Pour nous en parler, nous avons la coordonnatrice des événements du Club de patinage artistique de Laval, Linda Bone. Bienvenue à Laval et compagnie. Merci. Ça vient d'où ce jumelage entre le Salon des métiers d'art et le Club de patinage artistique de Laval? En fait, le Club de patinage artistique Laval a toujours organisé depuis les 13 dernières années un salon des métiers d'art pour financer les activités du club. Donc, ça fait très longtemps que ce salon a lieu. Donc, il n'y aurait pas de salon s'il n'y avait pas le club, c'est ça que je dois comprendre? Non, il y a également la Semaine des artisans l'été, mais le Salon des métiers d'art, c'est vraiment le club de patinage artistique. Ce dont on ne se doute pas, c'est que ce club-là est le deuxième en importance au Canada. Donc, de là, l'importance d'aller chercher de l'argent. Oui, on a besoin de sous. Le patinage artistique est un sport très dispendieux. Les activités, on essaie de donner de l'argent à nos patineurs pour les aider au niveau des compétitions, pour organiser le spectacle de fin d'année, pour promouvoir l'équipe de compétition, permettre à ces patineurs-là d'avoir des intervenants de qualité. On a les pirouettes aussi, qui sont nos équipes de patinage synchronisées. Donc, on essaie de fournir le plus d'aide possible. Vous êtes justement la mère d'une patineuse? Oui. C'est quoi la vie d'une maman ou d'un parent d'un patineur artistique?
c'est beaucoup de... J'aime pas le mot sacrifice, c'est beaucoup d'organisation au niveau de la cédule, d'être disponible pour les reconduire aux entraînements. Il y a aussi les frais reliés à l'entraînement. Oui, parce que ça peut représenter quoi? Ça dépend. Pour des tout petits, c'est minime. Plus on avance, plus c'est cher. Au niveau national, international, ça peut toucher le 10 000 à 20 000 $ par année. Sauf que lorsqu'on est dans le club de patinage artistique de Laval, on est dans un sacré bon club, là. On a des chances supplémentaires de se rendre dans les hauts niveaux. Bien, c'est-à-dire que les infrastructures sont là pour aider, comparativement à d'autres clubs qui sont pas moins bons, mais peut-être de plus petites structures où il y a moins de bénévoles, il y a moins d'organisation. Donc, à ce moment-là, c'est moins organisé. Au niveau international, le Canada fait belle figure, non? Oui. Est-ce qu'on a des success stories qui émanent directement du club de patinage artistique de Laval? On a eu des bons patineurs par le passé. Je vous dirais que présentement, c'est comme... Il y a un flottement, on va dire. Ben oui, puis au niveau de l'organisation, ben les jeunes se ramassent des fois à aller s'entraîner à l'extérieur de leur ville, ce qui les amène parfois à changer de club aussi. Donc, présentement, sur la scène... internationale de Laval. On a des patineurs de niveau junior, Mélinda Meng, Andrew Meng, qui ont été patinés sur les juniors Grand Prix. Donc, présentement, c'est eux au niveau international. Déjà, juste les études de base, c'est difficile. Alors, si on rajoute là-dessus, je vais presque dire une carrière, mais en tout cas, une passion pour le patinage artistique, c'est des heures et des heures. On parle de combien d'heures par semaine d'entraînement? Présentement, les enfants qui compétitionnent au niveau national et international sont souvent sur des programmes sport-études. On a la chance d'avoir ça au Québec. On ne connaît pas ça en Ontario, on ne connaît pas ça aux États-Unis. Donc, aux États-Unis, les enfants, ça va être du homeschooling. En Ontario, ils vont à l'école normale. Donc, ça demande plus d'organisation. Au Québec, bien, souvent, les enfants vont soit à l'école le matin, s'entraînent l'après-midi ou le contraire. Et le temps, je vous dirais, le taux de retenue de ces enfants-là, ceux qui sont partis tout petits et qui, à un moment donné, choisissent autre chose que le patinage artistique, ça doit être quand même assez haut, ceux qui ne restent pas, non? C'est sûr que plus on monte, plus les taux se resserrent, là, puis il y en a de moins en moins, oui. Comment est-ce que je fais si je vais au Salon des métiers d'art de Laval pour justement faire de l'argent pour vous aider avec vos différentes compétitions? C'est-à-dire que si vous achetez des artisans, eux nous redonnent un certain pourcentage. Donc, il y a aussi les frais d'inscription qu'ils ont dû payer pour le salon. Il y a des moitiés-moitiés qui se font. Il y a toutes sortes d'activités là, à travers la fin de semaine. Et on espère, est-ce qu'il y a un objectif ou à chaque année, on se dit, ce qui rentrera, rentrera? On espère attirer le plus grand nombre de personnes possible de Laval. Mais pourquoi pas de Boisbriand s'il y en a qui nous regardent? Je vous dis ça. Oui. De la région de Laval, la grande région de Laval, donc la Rive-Nord également. Okay. Parce que vous et moi sommes des Boisbriandais. Alors, juste pour vous le dire, sur place, il y a des objets bien sûr, des objets d'art faits de cuir, bijoux, chandelles, céramique, broderie, aquarelle, tissage, vitrail, peinture à l'huile, chapeau, peinture sur bois, fleurs séchées, couture, confiserie, chocolat, montre, objet de Noël, etc. C'est le temps d'aller justement acheter les cadeaux de Noël. Avant de Noël, exactement. C'est une bonne affaire. On a des produits alimentaires aussi, des très bons produits du terroir, oui. OK. 13e Salon des métiers d'art de Laval, samedi 15 et dimanche 16 novembre. C'est de 10h à 17h à l'école Georges Vanier, 3995 boulevard Lévesque-Est à Laval. Alors, lisez en grand nombre, puis on vous souhaite bien sûr le plus d'argent possible pour justement vous appuyer dans une autre année de vos magnifiques activités. Je vous remercie beaucoup. Merci, Linda. Merci. Je suis toujours impressionnée d'apprendre qu'il existe des formes d'exercice dont j'ai jamais entendu parler de ma vie. Cette semaine, Roberta Arguello nous parle de TRX. TRX, en anglais. Oui. Total Resistance Exercise. Oh, Total Resistance Exercise. Oui, parce que ça a été inventé par un soldat américain, Randy Ettrick, au début des années 2000. Donc, lui, il souhaitait que les soldats continuent à s'entraîner, même s'ils sont en mission, donc il n'y a pas de gym là-bas. Et il a pris des sangles de parachute qu'il a accrochées à des arbres, puis il a commencé à s'entraîner avec ça. C'est là que le TRX est né. C'est là que ça vient, les élastiques. Okay, parce mais que ça c'est semble très pas compliqué. des élastiques. OK, excuse-moi. Oui, c'est très important. Les gens ils pensent que c'est des élastiques. Non, c'est vraiment des sangles faites en nylon très résistants qui sont réglables. Donc, c'est pas des élastiques. Et
c'est pas tous les gyms qui offrent cet exercice. Non, parce que les instructeurs doivent être certifiés. Donc, si vous souhaitez l'avoir dans votre gym, il faut peut-être le demander. Sinon, il y en a plusieurs qui l'offrent. Moi, je suis allée essayer au gym Au Sommet à Laval. Donc, ils ont un instructeur, une instructrice certifiée. Et ça, le TRX, ça, c'est un système, un programme d'entraînement, en fin de compte, qui te permet de travailler tous les muscles de ton corps grâce à un système de suspension par sangle. Donc, ça, c'est tu vas utiliser la gravité de ton corps, la gravité, je veux dire, le poids de ton corps pour faire des centaines d'exercices. Et comme je l'ai dit, c'est ajustable. Donc, dépendamment de la position que tu vas prendre avec les sangles, mais tu peux rendre l'exercice plus difficile ou plus facile. OK. Et toi, tu as essayé ça. Oui. Et bon, c'était quoi ton verdict? C'était pas évident. Oui, une chance que les gens étaient là pour m'aider parce que c'est pas évident. Tu te dis ça a l'air simple, c'est juste de sangle. Puis donc, le cours commence, tu as des étirements, tu fais des réchauffements. Après, tu prends le TRX et tu fais des réchauffements avec le TRX, ça, déjà au début. Et après, tu fais des exercices de musculation qu'on connaît déjà, les squats et tout, mais avec le TRX. Donc, le cours dure 1 heure. Et mais c'est sûr, ils utilisent aussi des kettlebells ou des ballons médicinaux, donc pour varier l'exercice, comme vous allez le voir sur la vidéo. Et à la fin, on finit avec des étirements, toujours avec le TRX. On peut faire vraiment un entraînement complet seulement avec ces appareils. Exactement. C'est sûr que là, les instructeurs, si quelqu'un va faire TRX 3 fois semaine, 4 fois semaine, pour varier, ils vont rajouter d'autres exercices là, avec, comme je te dis, des kettlebells ou des ballons médicinaux. Et puis, on peut les acheter et les installer à la maison. Oui, exactement. Ça, c'est... donc, tu peux l'acheter. Il y a un site TRX où vous pouvez aller voir. Et vous pouvez les installer à la maison. Ils vont avoir un CD qui vous explique comment faire, justement, et aussi les exercices à faire. Cependant, c'est toujours plus motivant d'aller le faire au gym avec un instructeur certifié. Et on va faire du TRX, donc, pour tonifier, renforcer les muscles, améliorer l'équilibre, la souplesse, la stabilité et aussi la force de la ceinture abdominale, en plus, bien sûr, de la résistance cardiovasculaire. Et je crois qu'il y a des centaines d'exercices possibles. Exactement, oui. Et dépendamment du niveau que tu vas être, que tu peux faire, les exercices vont changer. Et tous les niveaux peuvent être ensemble. Tu vas faire un cours, puis tu vas avoir quelqu'un d'avancé à côté d'un débutant. Et donc, comme je disais, le cours... dure 1 heure, puis c'est pour tout le monde. Hommes, femmes, sportifs. Il y a des pompiers, des policiers aux États-Unis qui s'entraînent avec le TRX. Et c'est pour tout le monde. Si tu veux juste te mettre en forme, tu peux aller en faire aussi. C'est un bon complément aussi pour les sportifs. Exactement, oui. Et tu peux le faire chez toi aussi. Si tu n'as pas beaucoup de temps, tu peux acheter les sangles pour les faire chez toi. Mais c'est comme un cours d'aérobie? Pas je veux dire d'aérobie, mais dans le sens que tout le monde est là, puis tout le monde est ensemble. Mais l'instructeur nous donne des exercices à faire et là, on va le faire. Moi, quand je suis allée essayer le cours, donc on était plusieurs personnes et donc on devait être à 2. Donc, elle trouvait des moyens de rendre des exercices à 2, comme faire des push-ups, puis là, il fallait taper tes mains en faisant des push-ups avec le TRX. Oui, c'était très difficile. Donc, je tiens justement à remercier l'instructrice Christine et les gens qui m'ont aidée pendant le cours. C'est au gym Au Sommet. Si vous voulez avoir plus d'informations sur les cours d'essai, les tarifs, les horaires, vous allez sur le site ausommet.ca. Il faut vraiment l'essayer pour voir si ça vous convient. Et puis, on peut avoir des abdos et des fesses de feu avec ça. Oui, ça c'est vrai. Mais c'est une nouvelle mode ou ça fait longtemps? Au début des années 2000, ça a commencé. OK, donc, mais là, ça commence à exploser un peu plus parce que je n'avais jamais entendu parler. Mais il faut faire une petite recherche sur Internet, justement, pour trouver les gyms qui vont donner le cours, offrir le cours. Ça doit commencer de plus en plus, j'imagine. Merci beaucoup, Roberta. Alors, on va essayer ça, le TRX. Il nous restait en banque un reportage et on n'allait certainement pas le laisser accumuler de la poussière, même si l'été est terminé. On va donc faire le tour du propriétaire d'une Plymouth 1946 de style Hot Rod, propriété de M. Michel Blanchard. Ici René Poulain, bienvenue sur le site de RPM Autopassion. La dernière fois, Michel Blanchard nous avait présenté son Camaro 1969 et aujourd'hui, il nous présente son Plymouth 1946 version Hot Rod. Rebonjour Michel. Bonjour. Michel,
comment tu l'as eu, ce véhicule-là? Premièrement, tu l'as vraiment pas eu dans cet état-là. C'est ça. Tu me dis qu'il était complètement... Il était noir, il était complètement noir. Il y avait beaucoup de modifications. Moi, j'ai fait beaucoup de modifications dessus parce qu'il y avait comme un scoop sur le hood. Il était à lame, il était un petit peu haut, les roues en avant sortaient des ailes un petit peu. Fait qu'il y avait beaucoup de modifications à faire pour le mettre à cet état-là. Pourquoi tu as décidé de le changer? Je peux le mettre à mon goût. Okay. Le mettre à mon goût. Un auto comme ça, c'est un auto à modifier, c'est un auto que tu peux faire ce que tu veux. Fait que j'ai décidé de le mettre à mon goût. Ça fait quand même une quinzaine d'années que tu le vois, ce véhicule-là. Ça fait 15 ans que je l'ai fait. Tu me dis que tu avais une suspension à lame puis tu as changé, donc tu as une suspension. Oui. C'est quoi la suspension? Maintenant, c'est suspension à l'air, à ballon. Donc on peut modifier la hauteur? La hauteur, on peut le monter, le baisser à la hauteur qu'on a besoin ou sur un show, de la baisser à terre. Ou... Côté direction, côté suspension, c'est toute la même chose ou tu as tout changé ça? C'était changé. Tout était changé. Suspension en avant à ballon, la même chose. Okay. Une nouvelle table tubulaire. Peinture. Oui, bien justement, tu parles de la peinture. C'est une peinture assez spéciale parce qu'on appelle ça une peinture caméléon, si je me trompe pas. C'est caméléon. C'est PPG qui vend cette peinture-là. OK. C'est une peinture de base coat, clear coat, la même chose qu'un autre, mais c'est vraiment la peinture qui fait l'effet. Puis côté intérieur, as-tu refait les cadrans? Est-ce que tu as refait les sièges? J'en ai fait une bonne partie, mais j'aimerais finir mieux encore l'intérieur. OK, c'est quoi le prochain projet que tu veux faire à l'intérieur? Peut-être une console centrale, la couleur de l'auto. Qui part de l'avant à l'arrière? Oui, partir comme du tableau de bord jusqu'à l'arrière, en haut. Peut-être mettre 4 sièges bucket seat, OK. Sièges baquets. Puis si tu parles côté mécanique, j'ai remarqué que ton capot s'ouvre d'une façon assez spéciale. Oui, c'est un hood qui est tout, autrement dit, il a tout été soudé. Fait que c'est toute une partie qui lève hydraulique. Hydrauliquement, OK. Ouais. Et côté mécanique, ton moteur, c'est quoi? C'est un moteur Chevrolet. Donc, on parle d'un Plymouth avec un moteur Chevrolet. Un moteur Chevrolet. C'est à cause des... oui, les pièces sont plus disponibles dans le Chevrolet. Hein? Plus disponible, plus de pièces, moins dispendieux aussi. Puis c'est un quoi, 454? C'est 454, mais modifié. Percé à 60, qui fait 478 pouces cubes. Et ça développe combien? Environ à peu près 600 forces. À peu près 600 chevaux. Ouais. La transmission, c'est une transmission automatique. Une TH400. Et ça, la même chose que ton Camaro, La même chose que le Camaro, mais lui, le torque, autrement dit, c'est un 3500 tours. Puis je vois, là, je retombe à l'intérieur, c'est que tu as un manomètre pour savoir ton accélération, etc. Est-ce que tu fais de la track avec? Non, pas vraiment. Moi, c'est plus un auto de route. Côté mais j'aime bien la performance des véhicules aussi. J'aimerais te demander une dernière chose, c'est que tu me démarres ton moteur pour se redire au revoir de cette façon-là. Pas de problème. Merci. Wow! Nous, on se revoit avec Renault Fanatique. À la prochaine. Cette semaine, avec Jean-Philippe Leroux, on combine la technologie et la santé. Je dirais même peut-être un peu de psychologie. C'est le mois de novembre, on est déprimé, on n'a plus d'énergie, mais la bonne nouvelle, c'est que Jean-Philippe a peut-être la solution pour nous tous. Jean-Philippe, aide-nous. Salut. C'est vrai qu'on est un peu déprimé au mois de novembre. Bien, pour 20 de la population, on dit qu'on est affecté davantage, puis je persiste peut-être même à dire que c'est plus de gens que ça. Sûrement qu'on est tous plus ou moins affectés, peut-être à divers niveaux, évidemment. C'est exactement ça. Parce que arrive avec l'automne le TAS, le trouble affectif saisonnier ou dépression saisonnière, en fait. C'est que le manque de lumière, de luminosité va avoir certains impacts sur notre vie quotidienne et un traitement qui est disponible pour essayer de nous aider avec ça. On va recommander de consulter un médecin d'abord, mais la luminothérapie serait l'alternative en plus de toutes sortes de moyens, là, la vitamine et tout. On peut peut-être essayer la luminothérapie avant de prendre des médicaments contre la dépression. C'est pour ça que je veux t'en parler aujourd'hui. C'est exactement pour ça. C'est une meilleure alternative. Oui, alors voilà. Alors, si vous pensez là, à la maison souffrir d'humeur dépressive, évidemment, partant d'irritabilité, d'augmentation de l'appétit, en particulier, tu as envie de manger des cochonneries, là, des féculents, du sucre, alors tu souffres peut-être de troubles affectifs. Voilà, mais à certains niveaux, comme on disait justement. Alors, fatigue chronique, toujours fatigué, puis tu comprends pas pourquoi, parce que tu peux avoir des heures de sommeil raisonnables quand même, mais tu es fatigué durant le jour. Baisse de libido, ça c'est vraiment moins le fun aussi. Difficulté de concentration et pour certaines personnes, maux de tête. Alors, si vous avez tout ça réuni, vous souffrez probablement de troubles affectifs saisonniers.
saisonniers. Donc ça, c'est la version portable. On peut s'acheter carrément une lampe de grosseur normale. Oui. Mais en fait, ça, c'est une lampe au DEL parce que la plupart des lampes de luminothérapie, on va y aller avec Lux. Ça, c'est, pour te dire la définition exacte, l'unité de mesure de l'éclairement. Je veux te parler de celle-là parce qu'elle est électronique, pour faire un lien avec ma chronique techno. Mais c'est la portion que tu amènes en voyage. Alors, si tu veux continuer ton traitement avec ta lampe que tu ne veux pas mettre dans tes bagages parce que c'est assez gros, alors ça, c'est la version, justement, qui se met dans une petite pochette comme ça ici pour la protéger. Alors, c'est vraiment l'idéal. Ça se transporte bien, même dans une sacoche, là, tout dépendant de la grosseur de sacoche que tu peux avoir. C'est l'option. Et ça coûte environ pour celle-là une centaine de dollars, voire 125 dollars, tout dépendant où on l'achète. Là, il y a des rabais aussi à une certaine période de l'année. Alors, c'est l'alternative parce que les lampes de luminothérapie, ça s'enligne entre 100 et 300 dollars, tout dépendant. Alors, on n'est peut-être pas obligé non plus de s'acheter la plus chère. Alors, ça, c'est le format poche là, pour le début de gamme, si on veut. Bon, disons qu'on ne l'amène pas si on s'en va à Cuba, mais... Non, parce que là, évidemment, tu vas avoir de l'éclairement, du soleil en pleine capacité. C'est pour compenser vraiment de l'énergie qui vient du soleil. Pas nécessairement la vitamine D, mais... Le soleil est important pour notre santé, on le réalise pas, mais c'est absolument nécessaire. Là. On a bien beau vivre au Québec puis se dire habitué pour 20 de la population minimum, on ne l'est pas. Faut vraiment débuter le traitement, par exemple, là, justement début d'automne jusqu'en avril pour s'assurer que ça fonctionne ou que ça nous aide davantage. Et puis, faut dire aussi qu'on le recommande pour l'utilisation le matin, parce que c'est vraiment en commençant la journée que tu en as besoin. Bien sûr, si c'est pas possible le matin, fais-le. On peut le faire quand même l'après-midi, mais ça va peut-être être moins efficace à ce moment-là. Peut-être le remplacer par le café. Bien, en fait, je dirais que pour s'en servir le matin, parce qu'on parle de luxe, là, quand je parlais de la quantité d'éclairement tantôt, ça va sur le marché de 2500 à 10 000 luxe. Celle-là est différente parce que c'est au DEL. C'est pour ça que c'est portatif. Mais pour une lampe de luminothérapie, là, proprement dit, on dit que le traitement recommandé, le standard cliniquement recommandé, c'est 10 000 luxe à raison de 30 minutes par matin où il faut être exposé. Alors, on recommande de le faire justement, d'être éclairé par la lumière en déjeunant, en lisant son journal, en faisant nos tâches qu'on a à faire, mais en ne pas bougeant trop quand même, parce que sans regarder la lumière directement, il faut qu'elle touche l'œil quand même. Donc, il faut que ça puisse être absorbé par l'œil. Oui, ou sinon ça ne fonctionne pas là, si on s'éclaire une partie du corps. Est-ce que c'est seulement une fois par jour? Une fois 30 minutes? Une fois 30 minutes à tous les jours. Si tu as une lampe de 10 000 lux, c'est 30 minutes. Par exemple, si tu commences avec une 2500 pour l'unité de mesure de l'éclairement, bien là, ça peut aller jusqu'à plus d'1 heure. Alors, on conseille d'acheter ce qui se fait de plus fort pour avoir à être exposé le moins longtemps. Donc, c'est ça, la gamme de prix. Si c'est une lampe à 350 $, mais peut-être que vous allez devoir en faire moins longtemps, j'imagine. Oui, c'est ça. Si on paye là, dans les plus chers, là, qui sont dans les alentours de 300, ce qui est intéressant aussi à mentionner, c'est que pour certains assureurs, si c'est prescrit par un médecin, si le médecin vous le recommande, certains assureurs vont rembourser la lampe en question. Donc ça, c'est vraiment intéressant et c'est disponible là, dans plusieurs magasins à grande surface, dans plusieurs pharmacies aussi. Là, vous allez trouver ça facilement. C'est pas vraiment compliqué. On peut l'acheter en ligne également. J'avais comme 1 million de questions, mais c'est tout le temps qu'on a, malheureusement. Déjà! C'est toujours trop court! Ben oui! Bien, merci beaucoup, Jean-Philippe. On se voit la semaine prochaine. C'est sûr, je vais être là. Excellent. Merci. Notre chroniqueuse art et spectacle, Nancy Marcil, s'est rendue au lancement du 29e album en carrière de nul autre que Patrick Normand. On est au National ce soir pour le lancement du 29e album de Patrick Normand, Après la tombée du rideau. Et il sera avec nous le 13 décembre prochain à la salle André-Mathieu. On s'en va le rencontrer à quelques minutes juste avant sa performance. Je suis avec Patrick Normand. C'est une grande soirée aujourd'hui. Ouais. Je vais nommer plein de chiffres. Vous me direz un petit peu. Là, présentement, c'est le 29e album. Oui, 29e album. Tu sais, quelqu'un qui comprend pas, là? Il comprend pas quoi? Toujours en train de faire des nouveaux albums. Il comprend pas, ce gars-là. On lâche pas. Ben non, faut pas lâcher. Hey.
29e album, il est très important, cet album-là, parce qu'il souligne 45 ans de carrière. C'est un autre chiffre que j'allais nommer, justement. Oui. Et là, on fête ça un peu ce soir, là. Bien sûr, bien sûr. C'est la fête de la musique ce soir. On se paye des maudits bons trips. Je travaille avec des musiciens qui sont extraordinaires. Et j'ai des chansons merveilleuses. J'ai eu des belles critiques partout de ceux qui font les revues de disques. C'est comme, wow, c'est... Parce que là, vous parlez des musiciens. Oui, les musiciens sont... ce sont tous des monstres de talent. Je n'ai pas trouvé d'autres noms. Le band et les autres, ils aiment ils jouent ensemble souvent. Ils se nomment eux-mêmes les cochons sales. OK, ça, c'est pas vous qui les avez nommés comme ça. C'est pas moi qui les ai nommés de même, mais je peux vous dire qu'ils jouent comme des cochons sales. Et là, justement, en parlant de chiffres, ça fait, vous, votre moyenne d'âge, là, on parle de, je pense, 68. Vous n'êtes pas gêné de le dire non plus. 68, absolument. Mais vos musiciens sont pas mal plus jeunes. Ben oui, Sam a 28, l'autre en a 36, l'autre en a 40, l'autre en a 32, je sais pas. On peut-tu dire que ça donne un air de jeunesse? C'est des kids, puis on joue ensemble, puis on a du fun, vraiment. Ça fait juste me confirmer que la musique est intemporelle, que ça compte pas l'âge. Quand on communique vraiment, quand on communie vraiment à travers la musique, il n'y a pas d'âge, ça n'existe pas. C'est intemporel. Est-ce que c'était voulu un peu ça pour rajeunir un peu le son, changer un petit peu de ce que vous êtes habitué de faire? Oui, c'est ce que je voulais. Je voulais souligner 45 ans de carrière, mais je voulais qu'on voit les rides, qu'on sente le parcours, parce que j'ai eu quand même un bon parcours. Hein? 45 ans de carrière, c'est pas rien. Ça fait 30 ans que j'ai enregistré la chanson « Quand on est en amour ». Et ça marche toujours. Et ça marche toujours, et je la chante toujours. Je suis toujours en accord avec le message qu'elle véhicule. Mais on a des nouvelles chansons avec cet album-là. Et ce sont toutes des chansons qui sont importantes pour moi. Et je suis très, très content, très fier de cet album. On parle justement de 11 nouvelles chansons? Oui. J'en ai même une instrumentale composée spécialement pour mon petit-fils, le dernier, le flambant neuf, là, qui a eu 1 an en janvier dernier. J'ai intitulé cette mélodie « Chanson pour Maxence ». J'ai une autre chanson aussi que j'ai faite avec ma fille Isabelle, qui s'appelle « Tout simplement ». Chanson que j'ai enregistrée, que j'ai jamais enregistrée, mais que j'ai écrite il y a des décennies, qui s'appelle « Babe » en anglais. Il y a beaucoup de chansons qui sont dans mes tiroirs depuis un bon bout de temps. Il y a des nouvelles chansons de Bourbon-Gauthier qui, elles, sont plus récentes. Mais moi, je pense sincèrement que quand on compose une chanson, ça ne veut pas dire qu'il faut qu'elle sorte tout de suite. La preuve, c'est que ces chansons-là, il y en a plusieurs qui sont dans mes tiroirs depuis des années et que maintenant, leur temps est venu. Okay. C'est comme ça. Et ça s'explique pas. Donc, ça a été beaucoup avec votre cœur, cette période de cet album-là. C'est par rapport à où vous êtes rendu. Mais c'est pas mal toujours avec mon cœur que je fais mes projets, par exemple. C'est toujours avec un grand bonheur. Et pour terminer dans les chiffres, ça fait 10 ans, je crois, qu'il n'y avait pas eu de lancement d'album. Ça fait 14 ans. Oh, 14 ans! La dernière fois, c'était en 2000. En 2000, l'album Patrick Normand, où on retrouvait la guitare de Jérémy. Et là, qu'est-ce qui s'est passé pour avoir un regain comme ça? Vous êtes à 68 ans encore passionné, plein d'énergie. Oui. Mais j'ai toujours... c'est la musique qui m'énergise comme ça. C'est toujours une passion qui m'habite. Puis je voulais aller plus loin. Je voulais que ça soit la somme, que ça représente bien la somme de qui je suis aujourd'hui. Le tripeux de guitare, de musique, et je suis toujours comme un gamin, même si j'ai un vieux body. Le moteur, la transmission fonctionne très, très bien. Oui, vous allez voir. Parce qu'il y a eu des creux aussi dans votre vie, et là, vous êtes dans une lancée qui va bien. Comme tout le monde. On a tous des hauts, des bas, on a tous nos creux, on a tous nos épreuves. Mais quand on fait ce qu'on aime dans la vie, on ne perd pas de nord avec ça. C'est notre plus belle récompense. Et là, ça fait combien de temps vous attendez après ce lancement-là? J'imagine que ça fait un bout que vous travaillez sur cet album-là. Bien, ça fait quelques mois qu'on travaille dessus. Même qu'il y a des chansons qui ont été enregistrées il y a 2 ans même. C'était l'été. Tous nos départs. Fonctionne très bien, qui a été au palmarès. Oui, on a fait deux étés de fil avec C'était l'été. On a fait un hit avec ça. C'est quand même le fun, c'est tout. Et de constater qu'on s'intéresse encore
à ce que je fais après 45 ans. On donne en moyenne une centaine de spectacles par année. Les gens répondent à l'invitation. Nos salles sont pleines partout. On est en supplémentaire, bien souvent, bien des places. C'est le bonheur. J'espère que ça va continuer longtemps. Tant que je vais avoir l'énergie et la santé pour le faire, moi, je cherche pas à faire autre chose que ça. Mais certainement. Et à Laval, vous serez là le 13 décembre à la salle André-Mathieu. Alors, on a hâte d'aller vous voir. On a hâte de voir votre énergie encore qui est toujours là. J'imagine que vos fans qui vous auront toujours suivis vont vous reconnaître encore dans ce nouvel album-là. Mais merci beaucoup et j'espère qu'ils vont venir nous voir en spectacle parce que c'est vraiment là que ça se passe. OK. Puis, l'album, ça se fera bien en cadeau. Hein. Ah, c'est le bon temps, là. C'est Noël qui arrive. Ben oui, pourquoi pas. Bien, bon spectacle, parce que je pense que vous étiez impatient. Là. Je voyais sur Facebook, là, semaine après semaine, ça s'en vient, ça s'en vient. Et là, c'est ce soir. Là. Bon, on vous souhaite un bon spectacle ce soir, un bon lancement. Merci. Bonne soirée. Salut. Bye. Patrick Normand va venir nous visiter ici à Laval, à la salle Le Marcelin-Champagnat, le samedi 13 décembre prochain. Et peut-être juste pour vous le dire, un mois auparavant, le samedi 15 novembre, on aura la tournée Sans regret de Brigitte Boisjoli qui, elle, va s'arrêter à la salle André-Mathieu. Si vous voulez avoir des informations ou acheter des billets pour l'un de ces deux spectacles, ou les deux, pourquoi pas, 450-667-2040, 450-667-2040 ou salleandrémathieu.com. Les critiques disent de ne pas aller voir ce film, L'estomac vide, parce que ça risque d'être long. Aujourd'hui, Nicolas Vincent Poirier nous parle du film Chef, qui est sorti l'été dernier, mais qui est passé un peu inaperçu, n'est-ce pas? Oui, tout à fait. Il est passé inaperçu parce que, bon, c'est pas un film avec un énorme budget et, de toute façon, même s'il aurait mis beaucoup d'argent sur la publicité, je suis pas sûr si le film aurait rapporté tant d'argent que ça, mais quand même, le film a fait 46 millions de dollars. Il est rentré dans son argent. Ce qui est bien. Et pour tous ceux qui se demandent, mais qu'est-ce qu'ils font les stars, les grandes stars d'Hollywood, les grands réalisateurs d'Hollywood, ceux qui participent à des méga productions comme Iron Man, mais qu'est-ce qu'ils font dans leur temps libre? Bien, ils font ce film-là, ils font Chef. Pourquoi je dis ça? Parce que Jon Favreau, qui joue le rôle principal et qui a réalisé ce film-là, qui l'a écrit, qui l'a produit, il a à peu près tout fait. Il a tout fait. Il a porté tous les chapeaux. Hein. Mais en plus d'être un acteur, c'est un réalisateur. Il a fait Iron Man 1, Iron Man 2. Donc, lui, il fait des méga productions. Je savais pas ça. Moi, je pensais qu'il se payait un trip de réaliser un petit film comme ça. Là. Non. Il a commencé en tant que réalisateur et une fois de temps en temps, il se permet d'être devant la caméra. Cowboy et Alien en 2011, c'est lui qui l'a réalisé aussi. Zathura en 2005, que plus personne ne se rappelle, je pense, aujourd'hui, c'est lui qui l'a réalisé aussi. Elf, en 2003. Oui, ça doit être son ami, d'ailleurs, l'acteur, j'ai oublié son nom, qui joue aussi. dans Elf. Un petit blanc en même temps, ça tombe bien. Mais lui, tu dis qu'il voulait se payer un trip. C'est ça, avec Chef. Et dans le fond, l'histoire, c'est un chef qui décide de quitter son restaurant parce qu'il y en a assez de son boss qui n'arrête pas de dire de respecter le menu à la lettre. Lui, il veut changer, il veut faire d'autres choses. Et finalement, il se retrouve avec un camion de genre un restaurant... de rue. C'est ça, un restaurant de rue. Et il décide de faire le tour des États-Unis avec son garçon. Et c'est vraiment l'histoire, le père, son garçon, et plein de bouffe, parce qu'en plein milieu du film, c'est vrai qu'il ne faut pas regarder ce film-là, le ventre vide, parce qu'en plein, je l'ai arrêté, j'ai été me faire à manger. J'ai essayé de faire pareil comme dans le film, j'ai échoué d'une manière incroyable, mais c'est pas grave. Le film, par contre, est excellent pour ce que c'est. C'est un feel-good movie. Familial. C'est familial. La bouffe, c'est incroyable. Tu regardes ça, puis moi qui est très difficile, même ce qu'il était en train de faire, je trouvais que ça avait l'air délicieux. Et d'ailleurs, Jon Favreau, en tant qu'acteur et réalisateur, c'est lui qui doit se
se coacher un petit peu lui-même, mais parce que, bon, c'est un film de cuisine et c'est peut-être pas le plus grand cuisinier au monde, je ne sais pas là-dessus. Il doit bien aimer la bouffe, cependant. Mais... Pas mal sûr que oui, pour faire un film comme ça. Mais il a approché un des grands chefs à Los Angeles et il a passé plusieurs mois avec dans sa cuisine pour apprendre à faire à manger. Et pendant le tournage, eh bien, c'était le chef qui dirigeait Jon Favreau quand c'était le temps de faire à manger pour lui expliquer comme c'est quoi la motivation d'un chef. Et c'est très intéressant à ce niveau-là. D'ailleurs, on en voit un extrait durant le générique du film. Et c'est juste très drôle de voir ça. Et le film passe tellement vite, il est quand même assez long, environ 2 heures, mais c'est drôle. C'est un humour très léger, donc c'est pas... c'est pas vulgaire. C'est pas vulgaire, absolument pas. Et il y a plein d'acteurs qui jouent dans le film. Plein de vedettes. Ben oui, plein de vedettes. Écoute, Robert Downey Jr. qui a un petit rôle, Scarlett Johansson a un petit rôle aussi, Dustin Hoffman, John Leguizamo qui a un rôle secondaire dans le film. Même si vous connaissez pas les noms, c'est tous des visages connus qu'on voit souvent dans les films. Robert Downey Jr., c'est Iron Man. Oui, mais je parle, admettons, Bobby Cannavale. Ben, on le voit souvent dans les films, on sait peut-être pas nécessairement c'est quoi son nom. Mais c'est pas un budget énorme. En fait, comment il peut avoir toutes ces vedettes-là? C'était ses amis ou... Ben, d'un, c'est ses amis, puis de deux, écoute, c'est pas un film qui a coûté beaucoup d'argent. C'était un trip que Jon Favreau se payait. Et le film, je suis sous l'impression que le film a coûté peut-être 15-20 millions tout au plus. Et pour ce qui est de toutes ces vedettes-là, ben, je suis sûr qu'ils ont accepté d'être payés le salaire minimum par rapport à un acteur. Il y avait peut-être une journée de tournage ou 2 jours. Robert Downey Jr., je suis sûr que c'était une demi-journée de tournage. C'est très court sa scène, mais elle est très bonne en même temps. Mais il peut quand même pas demander 1 million pour une demi-journée de tournage. Oh non, mais attends un peu. Bruce Willis, oui, et c'est ce qui est arrivé dans le film The Expendables 3 qui est sorti cet été. Pourquoi est-ce que tout à coup, il y a Harrison Ford qui est dans le film, mais où est-ce qu'il est Bruce Willis? Parce qu'il était dans le 1 et dans le 2. Mais c'est que lui, il demandait $1 million par jour. Il y avait, je pense, 3-4 jours de tournage, donc ça donne 3-4 millions. Il trouvait que c'était trop cher. Bon, ben on va juste le remplacer par Harrison Ford. Et voilà. Très bon choix. Je vais pas faire ma mauvaise langue, mais j'ai entendu dire que c'était pas un type hyper sympathique. De gens qui l'ont connu à Montréal, en tout cas. Bref. Mais merci beaucoup, Nicolas. On peut voir ça en DVD. Ah oui, tout à fait. Tout en DVD, sur iTunes. Et légalement sur Internet. Merci beaucoup, Nicolas. Eh bien, voilà qui conclut notre émission pour cette semaine. Vous êtes à la tête d'une industrie, d'un commerce, d'une association, d'un regroupement ou d'une fédération. Vous aimeriez faire parler de vous ou bien d'un de vos événements. Rien de plus facile. Oui, vous pouvez communiquer avec nous de 2 façons. Tout d'abord par téléphone au 450-973-8005 ou par courriel à info@commercial-tvrl.ca. Si vous désirez revoir ou partager nos émissions sur le web, prenez note qu'elles sont toutes en ligne à tvlaval.com ou sur YouTube. Est-ce que j'ai décelé un petit fond de fou rire? Un peu, hein? À peine. OK. Je vais vous dire, d'abord, merci à tous nos invités, nos chroniqueurs, notre équipe de recherche, de production et de réalisation. Et en terminant, je vous rappelle qu'une ville, peu importe sa taille, ce qui la garde vibrante et vivante sont ceux et celles qui s'en occupent et s'en préoccupent. Amélie? T'es chaud. Au choc correct, hein? On va pouvoir éclater de rire dans quelques minutes. C'est ça, exactement. On se donne rendez-vous la semaine prochaine. Merci. Et à vous aussi, bien sûr. Bye tout le monde.